Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Nous nous intéressons cette semaine à la rentrée littéraire très largement. Et pour cela, deux invités sont avec nous. Isabelle Prunier, libraire à Vittel, une reconversion professionnelle avec l'objectif de partager sa passion pour la littérature, l'amour des mots. À ses côtés, Guillaume Comte, libraire à Gérardmer. C'est aussi une reconversion professionnelle. Il est également depuis peu éditeur puisqu'il a créé avec son associé Kelch Édition avec un objectif très précis. On va découvrir ça dans notre émission. L'occasion aussi de faire le point sur les librairies indépendantes et sur la rentrée littéraire 2024, bien évidemment. Et pour tout cela, nous avons 26 minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Isabelle, je vais commencer avec vous. Je parlais de l'amour des mots. Est-ce que c'est bien ça qui a motivé votre envie Est-ce qui vous a motivé à ouvrir cette librairie indépendante à Vittel? L'amour des mots et ensuite la volonté de la partager, d'où à Vittel, puisque le but était un commerce de proximité. D'accord, donc une reconversion professionnelle. Vous n'étiez pas du tout dans ce domaine-là avant? Du tout. Et donc, comment ça s'est passé? Une formation? Expliquez-nous. Oui, c'était un projet que j'avais déjà il y a un peu plus de 10 ans, mais ce n'était pas abouti. Les circonstances ont fait que j'ai eu l'opportunité à ce moment-là. Donc, effectivement, une formation. La librairie a mis 2 ans quand même avant d'ouvrir, voilà, avoir le jour. Ça ne se fait pas comme ça et effectivement le but d'un commerce de proximité, un lieu de partage. Un lieu de partage. Guillaume, donc la libraire, c'est le nom de votre librairie du côté de Gérardmer. Vous avez rejoint l'aventure qui était déjà en marche de cette librairie, expliquez-nous. Oui, c'est ça, moi j'ai pris le train en marche il y a 2 ans, 2-3 ans, un truc comme ça. Voilà. Ma collègue Lynn était toute seule, elle avait créé, elle avait porté le projet. Et il arrive un moment où simplement on se fait beaucoup pour une seule personne, et même pour deux d'ailleurs, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et alors, c'était une reconversion professionnelle. Vous aussi, il y avait cette envie déjà qui existait depuis quelques temps? Ouais, c'est ça. On rentre un peu dans le cliché là, de ces fameux néo-libraires là, qui se découvrent une vocation. Mais ouais, c'est vrai que ça faisait assez longtemps. J'avais fait plusieurs boulots avant et ça trottait toujours dans ma tête. Et c'est vrai que j'étais allé à l'époque rencontrer Lynn pour lui payer un café, simplement en disant en fait, bonjour, je m'appelle Guillaume, est-ce qu'on peut parler un peu de ton boulot et tout? J'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, quoi. Et de fil en aiguille, on a échangé, on est devenus amis. Et puis, 1 an après, elle fait « Au fait, mince, je suis toute seule, je cherche recruter et tout, qu'est-ce que tu fais dans 2 mois ?» J'ai dit « Attends, Lynn, en fin d'entretien, là !» Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, finalement, autour d'un café. Autour d'un café et d'un pain au chocolat, il me semble. Ah, d'un pain au chocolat, quand même. Alors, chaque librairie est différente, j'imagine. Il y a la petite patte du libraire, forcément. Comment on choisit les livres qu'on a envie de mettre en avant dans sa librairie, Isabelle? Au départ, je n'avais pas de recul par rapport à la clientèle. Donc, j'ai fait en fonction de mes goûts uniquement. Après, ça s'affine, mais reste toujours présent nos goûts. C'est ce qui fait aussi qu'on vient dans une librairie parce qu'on a envie de voir ce qui est proposé par la libraire. Voilà. Guillaume, vous fonctionnez de la même manière? Comment vous faites pour faire vos choix parmi tous ces nombreux livres? Ouais, c'est essentiellement, vous l'avez évoqué, mais c'est complètement un compromis entre finalement des attentes de la clientèle. On estime que ça va intéresser des gens, mais comme vous dites, effectivement, il faut déjà connaître un petit peu nos lecteurs, nos lectrices. Et ce qui nous plaît nous aussi, parce que finalement, ce qui va nous plaire, c'est ce qu'on va défendre le mieux. Donc c'est vraiment un arbitrage entre les deux, mais sachant que dans la mesure où on est tous les deux finalement des librairies indépendantes, on peut se permettre d'avoir une ligne éditoriale finalement dans le choix, tout en ayant conscience que on est finalement le seul lieu pour acheter des livres à des fois 20, 30, 40, 50 minutes à la ronde. Du coup, il faut quand même pour tout le monde, mais au fond, on a le droit de dire, tiens, ce livre-là, j'ai pas forcément envie de le mettre en avant ou quoi. Cela dit, si quelqu'un le veut, je le commanderai avec plaisir, mais j'ai envie de choisir ça, j'estime que ça va plaire. Et voilà, c'est toujours ce petit arbitrage-là qu'on fait constamment. Ah oui. Et puis des fois, des coups de folie, des fois du hasard. Aussi, bien sûr, il faut des fois se laisser tenter sur des livres fois, des sur choses lesquels on dit, y a mais ça marche bien, mais je passe à côté, mais on va en prendre 10 alors. Si les gens, ils adorent, go. Alors, vous parliez de librairie indépendante, et ça, c'est important aussi. Expliquez, quelle est la différence? Pourquoi on parle de librairie indépendante? Justement, vous parlez donc de choix d'une ligne éditoriale, et il n'y a pas que ça, j'imagine. Ouais. En étant indépendant, c'est aussi plus compliqué financièrement. Non, mais c'est surtout. Oui, non, mais c'est sûr. C'est vraiment indépendant, c'est d'un point de vue de répartition du capital. C'est-à-dire qu'on n'appartient ni à une franchise, ni à un autre groupe, ni à un réseau qui va, par exemple, comme vous l'avez évoqué, nous dire qu'est-ce qu'on doit acheter, en combien de quantité, et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, la manière dont on doit le faire. Là-dessus, on a des structures juridiques totalement indépendantes et on fait clairement ce qu'on veut. On a une liberté finalement liberté totale d'exercice. Complète, dans la façon de faire, la façon de choisir et la manière de le faire.
Ouais. Et c'était important aussi d'ouvrir une librairie indépendante et de ne pas rejoindre une librairie, un groupe, une chaîne, Isabelle. Oui, pour moi, oui. Oui. S'il y a un livre que je ne veux pas prendre, eh ben, je ne le prends pas. Et si effectivement un client le souhaite, il le commande et les gens sont tout à fait compréhensifs par rapport à ça. C'est ce qu'on vient chercher, ce qu'on disait tout à l'heure. On vient aussi pour le libraire, pour les choix du libraire et les propositions qu'il a à nous faire. Alors, on a tendance à parler des jeunes qui lisent de moins en moins. Est-ce que c'est un constat que vous partagez Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez par rapport à ce que vous voyez dans vos librairies respectives? Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on dit depuis des siècles, en fait. Ils lisent de moins en moins, ils sont de moins en moins éduqués, ça de moins en moins parler. C'est une rengaine conservatrice qu'on entend et qu'on continuera d'entendre, je pense, pendant des années. Et je pense qu'on constate que les jeunes n'ont jamais autant lu. Déjà parce que via les téléphones, via les applications, via les écrans, ils lisent constamment, plus qu'ils ne parlent presque. Et du coup, non, c'est juste qu'ils lisent pas les mêmes choses, en fait. Ils lisent pas les mêmes choses, ils vont lire, ça va dépendre des tranches d'âge, mais beaucoup plus de manga, de fantasy, de littérature de genre. Et on a tout un avènement, là, je sais pas si c'est pareil, je pense que c'est pareil chez vous, mais de la romance. À un moment, on se moquait, il y a 50 ans, on disait « Ah, ils lisent des harlequins et tout. » Là, en fait, ça revient, c'est pareil, il y en a d'autres qui lisent. Et c'est super, parce qu'en fait, ils lisent, quoi. C'est ça, le principal, c'est qu'ils lisent. C'est clair, mais oui, bien sûr. Et ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Et nous, ça nous fait du bien, on est trop contents de voir des jeunes à la boutique. Et après, voilà, le seul obstacle, ce qui ferait que les jeunes lisent moins, pour moi, c'est les questions financières, en fait. Simplement parce que le prix des livres a suivi l'inflation. Et pour beaucoup de monde, ça devient plus compliqué, quoi, parce qu'un livre, ça ne se mange pas. Et même si c'est chouette... Et si on a des enfants qui dévorent les livres, il y a les bibliothèques. Il y a les bibliothèques, c'est ça. On parlera du lien avec les bibliothèques tout à l'heure. Isabelle, vous partagez à Vitel ce constat? Je partage, et il y a aussi le fait du pass culture, où on le voit là, quand ils ont leur budget final à partir des 18 ans, ils l'utilisent énormément pour le livre. Ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Et puis on ne peut que parler des bienfaits de la lecture, parce qu'au-delà de lire, de l'action de lire, il y a le partage et il y a tout ce qui va autour. Vous parliez de partage tout à l'heure. Je crois que la lecture, c'est vraiment quelque chose qui permet de rassembler, d'échanger, de discuter autour des livres qu'on lit. Et chez les jeunes, peut-être encore plus. Vous remarquez, est-ce que vous organisez des choses pour, justement? Est-ce que vous remarquez cet échange entre les jeunes? Oui, parce qu'ils se prêtent beaucoup les bouquins. Du fait, c'est l'obstacle financier, c'est des bouquins qui tournent beaucoup plus, donc ils ont une vraie vie. Ils en parlent à la cour de récré. Et il y a souvent ce truc, en tout cas, moi j'observe ça, parce qu'on a 1, 2, 3 lycées à Gérardmer. En fait, ils viennent en groupe. C'est-à-dire qu'au moment de venir, au moment de sortir des cours, 1 heure de trou et tout, viens, on est 5-6, on va à la librairie, on va aller rigoler, je te montre ça. Ah tiens, tu l'as lu, mais ça, lis ça, meuf, c'est trop bien. Et on était très fiers de se dire, tiens, les jeunes passent du temps chez nous en mode, c'est cool, on va chez la libraire. C'est ça. En plus, on fait un peu salanté, donc on peut servir des cafés et tout un peu à l'arrière, et ça, ils adorent, quoi. Et donc ça, pour ce côté-là, effectivement, il y a ce truc de groupe qui est hyper présent, ouais. Alors, on parle beaucoup de partage, l'importance du métier de libraire. Est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur? On sait à quel point... Alors, des fois, il y en a certains qui vont dans la librairie, qui vont droit au but parce qu'ils ont prévu d'acheter le livre là. Est-ce qu'il y a encore... est-ce qu'on vous demande beaucoup de conseils? Est-ce qu'on vient des fois sans savoir vraiment quoi acheter et on repart avec quelques livres sous le bras parce que vous les avez conseillés, orientés vers quelque chose de précis, Isabelle? Est-ce que ça arrive? Dans mon cas, oui, énormément. J'ai des personnes qui viennent, qui me disent « Bon, là, j'ai plus rien. Qu'est-ce que vous avez dernièrement ?» Voilà. J'ai beaucoup de personnes comme ça. Et ça aide aussi, une fois qu'on connaît un peu sa clientèle, voilà, cette personne-là, c'est pas la peine de la diriger vers ce type de livre, même si moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça s'affine au fur et à mesure. Ça demande du temps. Voilà, il y a une fidélisation et vraiment une connaissance du client, du lecteur, quelque part, qui est importante. Récemment, une personne m'a mis sur un message mais en fait, je me rends compte qu'on a les mêmes goûts. Donc, une personne vient pour offrir à une personne âgée qui était à l'hôpital. Donc, il ne fallait pas quelque chose d'épais. Il repart avec un livre que je lui conseille et il revient la fois d'après en me disant « Top, elle s'est remise à lire ». Elle l'a lu en peu de temps et elle s'est remise à lire du coup. Elle ne lisait plus. Donc là, c'est vraiment contrat rempli, puis une certaine fierté, satisfaction quelque part. C'est une satisfaction énorme. Et qui sont les personnes qui ont plus besoin de conseils? Est-ce qu'il y a un client type qui a plus besoin de conseils ou est-ce que c'est vraiment très éclectique? Les parents pour tout ce qui concerne la jeunesse, mais ça sera plus sur de la littérature jeunesse.
Les jeunes, en général, Ils ont une ils se idée bien débrouillent prise. tous seuls sur le rayon romance. Ça dépend. Ceux qui veulent faire des cadeaux. Voilà. Et puis ceux qui veulent faire des cadeaux aussi. Donc là, on a plus besoin de l'avis du libraire c'est dans clair, ces cas-là. Et puis c'est ce qu'on vend. Enfin, c'est pour ça que derrière le côté libraire indépendant, il y a ce côté éthique un peu noble, mais il y a aussi ce côté derrière, ce qu'on vend, c'est nous en fait. C'est l'interaction, c'est de l'échange, c'est un être humain, c'est pas un algorithme Amazon ou Fnac qui va nous proposer des produits en lien. C'est en fait, je pense à ça, ou là, bah tiens, je suis pas en forme, moi ça va pas trop, je dirais plus ça. Ah oui, vous connaissez, parce qu'on est des êtres humains derrière, quoi. C'est ce qu'on met en avant, je pense, beaucoup au quotidien. Ouais. C'est ce qu'on cherche aussi quand on veut faire le Et métier de libraire. Et aussi, c'est ce qu'on cherche, ouais. Et c'est ce que les gens cherchent. Moi, j'ai des gens, je sais, qui passent parce que je peux avoir des gens qui sont un peu seuls chez eux. Il y en a une ou deux, je sais, s'ils ne voient pas tant de monde que ça. Et des fois, on est la seule interaction pour eux dans la journée, en fait. Et ça, c'est énorme. Alors nous, ça nous demande d'être en forme. C'est ça. Évidemment, mais c'est clair que, on discute avec des gens, c'est des clients, des lecteurs, des lectrices, mais c'est avant tout des gens, et des gens de la même ville, avec qui on se retrouve sur le marché, avec qui, des fois, les enfants vont dans la même classe, etc. Et on fait aussi communauté comme ça. Alors le conseil, ça passe aussi par des propositions de rencontres, des événements, des lectures. Est-ce que c'est des choses que vous proposez? Isabelle, est-ce que vous proposez déjà des rencontres depuis que vous avez commencé à... Des rencontres, j'en ai fait quelques-unes, et des animations style atelier de lecture du tout. Pour le moment, c'est pas... Après, c'est encore frais. Voilà. Après, c'est encore frais, donc il faut petit à petit mettre les choses en place. De votre côté. Nous, ça fait pareil que 5 ans. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre quand on a déjà une clientèle établie et où on sait que, hop, on envoie un SMS, tout de suite, on aura 40, 50 personnes à l'événement. Et ça, c'est chouette. Nous, on en a fait beaucoup aussi au début, un peu moins là. Parce qu'on s'est concentré sur des trucs un peu plus gros où on est sûr de ramener du monde, c'est-à-dire qu'on va faire quelques séances de dédicaces mais avant Noël. On va beaucoup travailler en partenariat avec les médiathèques et avec tous ceux qui vont faire des événements locaux où vont inviter un auteur, présenter ça. Là, nous, on vient en support et on co-organise aussi le volet Salon du Livre du Festival du film fantastique à Gérardmer. On est un peu présent aux Imaginales, donc ça, tout mis bout à bout, ça fait quand même fait déjà de la présence. Et on a plein d'idées, c'est clair. Toujours des idées, bien évidemment. Alors en parlant d'événements, je vous propose qu'on regarde un reportage sur la nuit de la lecture dans les bibliothèques. On parlait du lien avec les bibliothèques tout à l'heure, on y reviendra. Nous sommes à Épinal avec Thomas Herman. Ces quelques notes que l'on doit à Astor Piazzolla résonnaient au sein du hall de la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal. Un concert donné non pas à l'accordéon, instrument fétiche du compositeur argentin, mais par des saxophonistes du Conservatoire de la Cité des Images pour ouvrir cette 12e édition des Nuits de la Lecture. Au programme de cette soirée, de la musique, mais pas que. C'est l'occasion de proposer d'autres choses que la lecture ou alors de faire venir des gens qui ne sont pas forcément habitués aux bibliothèques, qui vont du coup faire des activités qui ne sont pas du tout liées au livre et qui vont peut-être se diriger vers des ateliers plus spécifiques. Par exemple, ce matin, on a eu une activité au patrimoine qui s'est très bien passée. C'est des gens qui n'étaient pas forcément habitués aux boiseries, donc les livres précieux, ou même à la lecture en général. Donc voilà, c'est un peu briser les codes, les cadres de la lecture et proposer des choses un peu plus amusantes, des expositions, de la musique. Pour le jeune public, citons par exemple cette représentation de théâtre de papier dans un style abstrait qui laisse l'imagination travailler librement, une recette qui a ses adeptes. Ça parle d'un jeune pêcheur qui est pêcheur de sa famille et il rencontre une tortue, il sauve la vie. Le fait que c'était de l'art abstrait, ça laissait libre cours à l'imagination, le fait de voir juste des esquisses. Après, c'était à nous d'imaginer le reste et les couleurs. Donc c'est vraiment un événement qui est très très prenant au sein des bibliothèques. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années maintenant, qu'on réitère à la BMI depuis presque 5 ans, il me semble. Donc l'année dernière, c'était la peur, le thème. L'année d'avant, c'était l'amour et cette année, c'était le corps. Et quoi de mieux pour prendre soin de son corps qu'une petite sieste littéraire qui plus est. Dernière activité de notre tour d'horizon de cette soirée, ce moment de détente au milieu des boiseries. Il aimerait que son regard change la vie et la ville. Alors pour nous, c'est pas l'heure de la sieste, désolé. Les liens entre librairie et bibliothèque, ils existent. On connaît l'importance des Nuits de la Lecture, qui rassemblent toujours du monde. Alors là, c'était un exemple à Épinal, mais il y en a bien d'autres.
La nuit de la lecture, est-ce qu'il y a des liens déjà sur cet événement-là ou est-ce que d'autres liens existent avec les bibliothèques ? Ouais. Bah, écoutez, c'est marrant que vous m'en parliez parce qu'on m'a fait des propositions dans ce sens-là il y a quelques semaines avec un CDI de lycée. Mais ouais, c'est clair que ça fait partie de ces dispositifs et ça illustre une collaboration qui a toujours été présente, je pense, parce qu'au-delà d'être un autre médium pourvoyeur de lecture, bah, c'est des partenaires de choix. Nous, on travaille avec eux, on va déjà leur fournir des livres. Bien sûr. Et en plus de ça, bon, c'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, on s'échange des conseils. Nos lecteurs, nos lectrices, faut être dans les 2 établissements. On dit, on a lu ça à la médiathèque, qu'est-ce que vous avez d'autre dans le style à me conseiller ? Ou vous devriez en parler à la médiathèque, il faut qu'ils le lisent, ça c'est super. Donc ouais, on collabore pas mal. Pareil, la médiathèque est souvent, en tout cas, chez nous à Gérardmer, hyper présente et hyper dynamique sur l'organisation d'événements. Donc c'est clair qu'on suit avec attention ce qu'ils font et on collabore le plus souvent possible ensemble. Ouais. Quand c'est possible. Du côté de Vittel, Isabelle ? Pas encore ou... Ça va Du venir, tout. ça va venir. Du tout. Aucun lien avec la médiathèque. Lien avec le collège, mais médiathèque, ouais. Alors, c'est quelque chose que vous aimeriez ou vous sentez que pour l'instant, c'est pas possible ? C'est quelque chose que j'aimerais, mais... Pour l'instant, c'est porte fermée. Pour l'instant, c'est porte fermée, oui. Moi, j'aimerais, mais... Eh bien, nous lançons un appel aujourd'hui. Voilà. Médiathèque du secteur de Vittel. Si la médiathèque de Vittel et la mairie acceptent de travailler, faire la Fière des mots. Bon, affaire à suivre en tout cas. Affaire à suivre. Alors, les librairies et maisons d'édition, elles peuvent parfois être intimement liées. Guillaume, c'est le cas de la librairie La Libraire à Gérardmer. Et donc, quelle édition que vous avez créée ? Expliquez-nous un petit peu cette histoire. C'est ça, c'est un peu un retour aux sources parce qu'à l'origine de la librairie moderne, entre guillemets, c'était des éditeurs qui vendaient juste leurs bouquins et juste qu'ils imprimaient. Ça s'est beaucoup perdu et c'est vrai que pour le coup, on a un peu renoué avec ce passé ancien en rééditant. Moi, j'en ai pris un avec moi, Les Pommes Noires. Donc c'est peut-être quelque chose qui va parler aux auditeurs et aux auditrices d'il y a un peu plus âgés que moi, parce que moi, je ne l'ai pas connu. C'est un roman qui est sorti en 87 à l'échelle nationale et qui est devenu en fait culte. Simplement culte, quoi. C'est le grand roman de Gérardmer. On va suivre la vie de Paulus, un jeune paysan géromois, mais pas n'importe quand, un jeune paysan géromois de la fin du Moyen-Âge. Ce qui est incroyable, puisqu'il n'y a rien d'autre qui existe sur le sujet. Et on va suivre ses joies, ses peines, ses turpitudes, plein de petits épisodes un peu rocambolesques qui ont vraiment existé. Et on va partager ça tout au long de ce roman. Et c'est un roman qui a été un carton phénoménal à l'époque. On parle de plus de 38 000 ventes. C'est énorme. Aujourd'hui, quand un livre fait 8-9 000, on estime que c'est très correct. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est que ce livre-là, petit à petit, de 87 à maintenant, il est un peu tombé dans l'oubli. Pas dans l'oubli de ses lecteurs et de ses lectrices, mais dans l'oubli de son éditeur, puisque c'est un livre qui n'était plus édité depuis 20 ans au moins. Il devenait difficilement trouvable. Et nous, tous les 2 semaines, peut-être 3 semaines, on avait quelqu'un qui arrivait à la librairie qui disait « Au fait, bonjour, vous avez une chouette librairie, bon, merci. Est-ce que vous avez Les Pommes Noires ?» Et nous, on dit pardon, écoutez, je suis désolé, j'aimerais tellement vous le proposer, le livre est super, mais en fait, il n'est plus édité. » Et comme ça, ainsi de suite, de mois en mois, on était là, mais mince, c'est pas possible et tout, faut qu'on fasse quelque chose. Et il se trouve que l'auteur des Pommes Noires est géromois et un de nos clients. Et on était là en mode, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi. À chaque fois qu'on le voyait, ça nous faisait tic. Et ma collègue, en plus, me donnait des coups de coude dans les côtes en me disant « Regarde, là, c'est lui, tu vois qu'on va lui dire. » Et tout. Je fais « Mais Lynn, arrête, oui, on va peut-être le faire. » Et une chose entre nous, on a commencé à lui faire la blague, puis on a commencé à lui en parler sérieusement. Et de fil en aiguille, on en est venu à écrire à Talandier, du coup l'éditeur historique, qui est en plus à la base un éditeur de livres justement historiques. Il éditait que ça. C'était même très bizarre qu'ils aient pris ça à l'époque, parce qu'ils n'éditaient pas de récits normalement. Sauf que c'était tellement bien documenté qu'ils se sont dit à l'ego, en fait, ça rentre dans notre ligne. Et on a écrit à Talandier, du coup, qui nous ont dit écoutez, c'est super, on a ressorti le manuscrit des cartons et tout. Par contre, malheureusement, ça ne nous intéresse plus trop. On n'a pas décidé d'éditer ce genre de choses. Mais si vous voulez, on peut rendre les droits d'auteur à l'auteur. Donc, on a annoncé la bonne nouvelle à l'auteur. Et l'auteur dit super et tout. Bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi ? Oui, c'est ça. Et du coup, avec lui, on avait une petite idée derrière la tête. On s'est dit mais attendez, François. Ce qu'on vous propose, c'est que pour aller au bout du truc, parce que Gérardmer, roman écrit par un Géromois
sur un paysan géromois à Gérardmer, dans les Hauts-de-Vosges. Je dis mais attendez, une librairie géromois va vous le rééditer. Et du coup, on l'a proposé. C'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est comme ça que Kelch Édition a été créée. C'est comme ça que Kelch Édition est née. L'idée, est-ce que c'est de développer davantage ce côté édition? Est-ce qu'il y a envie de rééditer peut-être d'autres ouvrages locaux oubliés ou pas forcément? Ouais, en fait, l'idée pour nous, c'est d'avoir vraiment un outil en plus de notre boulot de libraire, de se dire tiens, si demain il y a ce titre-là, cet ouvrage-là qui est plus disponible, qui est plus édité, je suis peut-être en mesure de faire quelque chose en fait. Et ça va vraiment, on le voit vraiment comme ça, nous, comme un outil de réédition à côté. Là, vraiment, c'était quasiment créé pour ce livre-là. Et malheureusement, nous, on a déjà beaucoup de boulot à deux. Oui. On adore notre métier de libraire. Et on a vraiment adoré faire de l'édition, mais ça reste un métier à temps complet à côté, qui est vraiment lourd, exigeant. Et il y a plein d'éditeurs locaux qui font ça très bien. Donc, surtout pour la réédition, peut-être tous les 2, 3, 4 ans, voilà, pour se faire plaisir. Et si on juge qu'il y a de l'intérêt, mais sinon, pas de manuscrit. On estime qu'on n'est pas pertinent pour faire ça, simplement. S'il y a de la demande, pourquoi pas sur quelque chose de précis, mais que pas... en réédition. Que en réédition, bien évidemment. Ouais. Bon, il nous reste déjà plus que 5 minutes d'émission. Je vous propose qu'on parle de la rentrée littéraire. Vous avez amené quelques ouvrages avec vous. Alors, cette rentrée littéraire, il y a de moins en moins de livres, entre guillemets, parce qu'il en reste toujours beaucoup. 459 cette année pour la rentrée littéraire, 466 en 2023, 490 en 2022. Toujours trop, pas assez. Isabelle, quand il faut tout choisir, c'est compliqué. Trop pour le choix. Je pense qu'on partage. Disons que c'est un exercice de d'élan personnel. Il faut apprendre à lâcher prise, en fait. Comme un flot, comme ça. Et si on lutte contre le flot, on est emporté. Donc il faut se dire, allez, on pioche 2, 3 choses, on regarde, et puis on attend de voir aussi. C'est aussi nos lecteurs et nos lectrices qui nous disent, en fait, on a lu ça, c'était super, parlez-en. Et nous, on est là, trop bien, parlez-moi-en, parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Est-ce qu'il y a une tendance particulière qui se détache en cette année, cette rentrée littéraire 2024, un genre qui serait plus présent que d'autres, pas forcément. Alors après, j'imagine qu'on n'a pas lu les 459 livres, Isabelle. Non, on n'a pas lu les 459 livres, ni tous les livres sélectionnés qui sont au magasin. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur le thème de la transmission cette année. Ouais, c'est toujours un reflet de la société. C'est-à-dire que la transmission, les problèmes écologiques, l'autofiction, les grands enjeux sociétaux, on retrouve tout ça. Ouais. Pas mal de science-fiction aussi, beaucoup d'auteurs un peu classiques qui se mettent à faire des dystopies, des utopies. Ça, c'est assez nouveau. Ouais. Alors, vous en avez ramené quelques-uns avec vous. Ouais. Vu qu'on est pressé par le temps, je vais vous laisser nous en choisir un chacun et nous dire pourquoi celui-ci. Isabelle, je vous laisse commencer. Vous nous en avez ramené 3. Vous pouvez quand même nous donner le nom des 3, bien évidemment. Alors, L'Homme au corbeau, qui est un premier roman parmi les 65 premiers romans de cette année. L'Homme au corbeau, important. Donc, chez Arléa, parmi d'autres solitudes. Et celui dont je vais vous parler, Médusa, par Isabelle Sorrente, chez Lattès. Donc en fait, Médusa, c'est une jeune fille de 20 ans qui meurt lors d'un jeu sexuel avec son ami, typique du fait divers. Mais son frère cherche une chose, c'est quelle a été sa dernière pensée quand elle est décédée. Il est persuadé qu'elle a eu comme un message à lui laisser. Et donc, dans cette quête, il s'allie avec Béatrix, son amie d'enfance, à la jeune fille Marianne. Elle s'était rencontrée lors d'un concours de nouvelles. Et Marianne, le titre de la nouvelle, c'était « Je préfère les monstres aux princesses ». Marianne avait effectivement une fascination pour les monstres auxquels elle s'identifiait. Depuis qu'elle était toute petite, on lui disait qu'elle n'était pas belle, elle n'était pas comme ci, elle était trop comme ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Médusa le titre est tiré de l'aspect mythologique. Il y a une analyse profonde de la psychologie des personnages. Et le thème de la monstruosité m'a envoûtée. Alors, Médusa pour vous, Isabelle. Guillaume, votre choix en quelques secondes. Quelques secondes, ouais. Moi j'ai pris juste un David Joyle, Le visage du monde, et surtout le Sandrine Colette. Je l'avais jamais lu jusqu'alors, elle, et super. En fait, super grand roman sur la résilience. Un peu comme Les Pommes Noires, on retrouve une jeune femme fin du Moyen-Âge, période un peu floue. Et en fait, elle va se voir se battre contre l'ordre des choses. Et c'est très bien, très sensible, très poétique. Et ça prend aux tripes, je vous avoue, j'ai lâché ma larme à la fin. Voilà, bon, alors, si on veut en savoir plus, il faut aller ou à Vittel, à la Féerie des mots, ou à Gérardmer, donc à la libraire, pour avoir vos conseils de cette rentrée littéraire. Il y a le choix parmi les 459 ouvrages. Donc,
qui ne sont pas encore tous parus, hein, ça va jusqu'à courant octobre à peu près, ouais. c'est ça s'étend. Et ben on arrive au terme de notre émission, mais juste avant, on ne peut pas y échapper, c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors 2 questions comme chaque semaine, ou presque. La première, dans quelle commune résidaient les princes de Salm ? Les princes de Salm, dans quelle commune vosgienne résidaient les princes de Salm ? Solcy-sur-Meurthe, Senones ou Sapois ? Solcy-sur-Meurthe, Senones ou Sapois ? Guillaume, est-ce que vous avez une idée ? Ouais, Senones. Senones. Isabelle, vous partagez ? Aucune idée. Aucune idée. Eh bien, en effet, c'est bien Senones. Les princes de Salm à Senones font référence à une branche de la famille noble de Salm qui a établi son siège dans la ville de Senones. Senones était d'ailleurs un important centre religieux et administratif. Et la famille de Salm a joué un rôle clé dans son développement. Tout à fait. Deuxième question. Elle est pour Isabelle, celle-ci. Comment s'appellent les habitants de Corcieux ? Les Corsais, les Forfelais ou les Farfadets ? Les habitants de Corcieux, les Corsais, les Forfelais, les Farfadets. Isabelle ? Une petite idée ou pas du tout ? C'est pas votre coin, on peut vous expliquer. Ouais, c'est chaud. Les forfelets, excusez-moi, je ne sais pas du tout dans mon coin. Les Forfelais, C'est ça, ouais, c'est le nom d'une c'est pizzeria ça, là-bas tout à même, fait. Alors, les Forfelais à Corcieux. Alors, il existe plusieurs explications, des histoires, des légendes, bien évidemment, autour des Forfelais. L'une d'elles dit que des feux follets apparaissaient sur le marécage et une croyance s'implantait racontant que des voisins participaient à des bals nocturnes et dansaient toute la nuit. On les aurait appelés les feux follets et ça se serait transformé en forfait. Alors c'est une explication parmi tant d'autres, je ne vais pas toutes vous les donner, mais il y en a plusieurs. Donc les forfelets. Voilà, et bien écoute, on est déjà à la fin de notre émission. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt sur Vosges Télé.